Bonjour, je suis content d'être chez vous. Je suis un fou noir au pays des Blancs. Mon histoire commence en Belgique. Ce soir-là, j'étais devant la télévision en train de suivre le journal. Nous voyons au journal télévisé un journaliste qui arrive dans un village de Luxembourg et il pose une question à un couple qui passait. « Hé, vous êtes au courant ?»« Non. » « On va ouvrir dans votre village une maison pour accueillir les étrangers. Qu'est-ce que vous pensez ?» L'homme n'a pas répondu. Depuis que je suis chez vous, je constate que ce sont les dames qui répondent aux questions. Et la dame qui dit, ça dépend. Si ce sont les gens de Kosovo, pas de problème. Les Kosovars sont des gens comme nous, ils peuvent venir. Mais si ce sont les autres, eh bien, je ne suis pas d'accord. Là, ma fille de 12 ans me regarde et me demande, papa, tu as entendu? J'ai déjà entendu. Et ma fille qui me dit, c'est qui les autres, papa? Eh bien, j'ai dû dire à ma fille, les autres, c'est nous. Et ma fille, étonnée, m'a regardé dans les yeux. Elle m'a demandé, papa, pourquoi sommes-nous les autres? Je lui ai dit, j'ai la chance de parler aux Européens. Je vais leur poser ta question. Et si quelqu'un me répond, je viendrai te dire la réponse. Donc, vous retenez la question de ma fille. Pourquoi sommes-nous les autres? Je suis d'accord avec vous que quand vous voyez quelqu'un qui vient de loin, vous pouvez vous poser des questions. Mais tiens, d'où vient-il? Pourquoi il est parti de chez lui? Qu'est-ce qu'il vient faire chez nous? Je vais résumer pour parler de moi avec l'espoir que mon histoire, c'est un peu l'histoire de beaucoup d'autres personnes. Il y a des gens qui partent à l'aventure à 16 ans. Mais je suis arrivé en Belgique à 42 ans. À 42 ans, on ne va pas à l'aventure. Cadre dans une entreprise. Je veux même devenir directeur moi aussi. Et pas n'importe quelle entreprise. La fameuse GECAMINE, là où on produit les minéraux. Psychologue d'entreprise, chargé de la qualification et de la sélection professionnelle. Père de famille, 6 enfants. Ce n'est pas à cet âge-là qu'on va à l'aventure. Mais il est arrivé une situation politique qui a fait qu'un matin, vers 9 h, la menace planait déjà dans la ville. Et je vois 3 personnes qui viennent dans mon bureau. Pichibanda, c'est qui? C'est moi. Elle est dehors, monsieur. Je dis, mais non, de quel droit? Ils me disent, monsieur, ou vous sortez de vous-même en marchant sur vos 2 pieds, ou c'est nous qui vous sortons, ça sera les pieds devant. Je dis, non, laissez-moi marcher sur mes pieds. Et j'ai couru à l'extérieur. Et dès que j'arrive à l'extérieur, je vois que les autres du même groupe ethnique que moi étaient déjà chassés des autres bureaux. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, chacun va chez lui. Pas de résistance, ça ne servira à rien. Et sur le chemin de retour, nous voyons nos enfants qui viennent en pleurant, chassés de l'école. Et tout près de la maison, madame qui vient en pleurant, chassée de la maison. Nous n'avons plus qu'une direction qu'on nous indique. Allez à la gare. Là, vous allez prendre un train qui va vous amener dans la province d'origine, d'où étaient venus vos parents. Un peu comme si vous, aujourd'hui, vous dites à votre voisin, vous êtes né ici, d'accord, mais votre papa était venu de tel pays quand il y avait des mines de charbon. Allez, rentrez là-bas. C'est ça qu'on va nous faire. Et alors, à la gare où on nous envoie, ce n'est pas un train comme le vôtre. Moi, depuis que je suis en Europe, chaque fois que j'arrive dans une gare et que j'entends, le train est annoncé avec un retard probable de 5 minutes. Je vois les Européens en colère. Prenez les gilets jaunes. Parce que le train a 5 minutes de retard. Mais nous, le train qu'on nous a demandé d'aller prendre, il était attendu avec un retard probable d'1 trimestre, s'il vous plaît. Et le jour où il va arriver, dans 3 mois, tout le monde l'applaudit, il est ponctuel. La ponctualité là-bas n'est pas un problème d'heures ni de minutes, mais de jours et de semaines. Et quand il arrive, ce n'est pas tout le monde qui va avoir une place, ce sont les jeunes parce qu'ils sautent par les fenêtres. Et au moment où il part, vous les regardez, il est tellement bondé que vous avez des gens et dans le train et sur le train. Et quand on arrive dans un tunnel, quelqu'un crie « tunnel !» et vous vous couchez sur le wagon. Si on a crié tunnel, vous n'avez pas entendu, vous cognez la tête et vous restez. Et ce train-là, pour partir de Lubumbashi jusqu'au Kasaï, 1000 km, il faisait 1 mois de voyage. Ce n'est pas un TGV. D'ailleurs, il est tellement lent que lorsqu'il est dans la montée, vous pouvez me descendre et vous dégourdir les jambes en marchant le long. Et vous avez roulé toute la nuit. Le lendemain matin, quelqu'un crie « Arrêtez le train !» Mais c'est quoi? Une dame qui accouche. « Oh, madame, tu ne pouvais pas choisir un autre moment ?» Et là, les dames chassent tout le monde de la voiture. Elles essaient d'entourer celle qui va accoucher. Et nous, on prie, bébé, fais vite, c'est la guerre, il ne faut pas qu'on nous rattrape.
15 minutes après, tout le monde applaudit. Bébé africain, il a compris que c'est la guerre. Hein. Il ne fait pas de caprices, il vient vite. Et nous reprenons la route. Le lendemain, quelqu'un crie de nouveau, arrêtez le train. Mais quoi, encore un bébé? Non, cette fois-ci, c'est quelqu'un qui va mourir. Il a fait 3 mois à la gare où il attendait le train. Il n'a pas ses médicaments, il n'a pas mangé, il va mourir. Nous n'avons pas d'autre choix que d'attendre qu'il meure. Et une fois qu'il est mort, le long de la voie ferrée, nous l'enterrons. Il y a une scène que je n'ai pas oubliée. Un enfant de 5-6 ans qui n'avait jamais vu un mort avant. Le premier qu'il a vu, son papa. L'enfant n'a pas accepté. Pour lui, son papa fait dodo. Mais quand il voit qu'on manipule son père, l'enfant demande aux gens, mais qu'est-ce que vous faites? Vous dérangez mon papa. Il n'aime pas qu'on le dérange quand il dort. On sort son papa. Et pendant qu'on enterre le papa, l'enfant s'étonne. Et puis après, le train redémarre. L'enfant court, il tient le chef-train dans la chemise. Monsieur, vous n'allez pas partir sans mon père, n'est-ce pas? S'il vous plaît, monsieur, arrêtez le train, il faut le reprendre. Et comme le train ne s'arrête pas, l'enfant s'étonne qu'il soit le seul à se battre pour son papa. Il se tourne vers sa mère. Maman, tu ne vas pas laisser faire, s'il te plaît. Dites-lui d'arrêter le train. Et maman lui répond avec des larmes. Et l'enfant découvre la mort avec la mort de son père. Voilà ce qui se passe. Mais dans cette situation-là, votre serviteur, j'ai été aussi professeur là-bas. Voilà une femme dans toute cette souffrance-là qui me voit et qui m'interpelle. Monsieur Pichibanda, je vous connais, vous avez été mon prof. Je dis oui, mais des gens comme vous voyez tout ça et vous laissez faire. Et quand tout ça sera fini, vous allez nous écrire des romans et nous, on va écrire vos romans. À quoi sert votre plume si aujourd'hui, vous ne pouvez pas la sortir et défendre notre cause? C'est pour ça qu'on appelle l'écrivain la voix des sans-voix. C'est pour ça qu'on appelle l'écrivain l'avocat du peuple. À ce moment-là, si moi je me tais, mon silence sera considéré comme un silence complice. Voilà que je suis obligé de témoigner. Dire cette souffrance-là à la face du monde. Parce que dans tous les pays, vous avez des dictateurs qui tuent leur peuple. En même temps qu'ils tuent, ils effacent les traces. Mais si vous laissez des traces, eh bien, le monde saura. Et quand le monde saura, ça peut leur coûter cher. Et ça, ils savent. Hein? Et voilà, ils vont se rendre compte qu'il y a quelqu'un. Il est parmi ceux qui doivent partir, mais il écrit tout ce qu'il voit. Voilà comment un type qui est appelé à être réfugié comme les autres devient particulièrement un témoin gênant qu'il faut mettre hors d'état de nuire. Parce que lui, il écrit, lui, il va parler où il va. Voilà comment le danger qui plane sur tout le monde de l'ethnie va planer sur un journaliste, sur un écrivain. Là, je suis visé. Et je me retrouve donc en danger. Je ne vous souhaite pas d'être à ma place, hein, de voir une épouse avec ses 6 enfants qui vous regarde et qui vous dit, on fait quoi maintenant? Parce que quand j'ai commencé à écrire, la première qui m'a dit, arrête, c'est ma femme. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais, s'il te plaît? Si tu ne veux pas penser à toi-même, mais pense à moi et aux enfants. Si on t'arrête, moi, 6 enfants, j'en fais quoi? Je n'ai pas écouté ma femme. J'ai nagé à contre-courant. Et le jour où les dangers se précisent, hein, ma femme, la première, me regarde dans les yeux. Bravo, on fait quoi maintenant que tu es visé? On fait quoi? Est-ce qu'on va se sentir coupable? Ou est-ce qu'on se dit, bah, il fallait bien que quelqu'un nage à contre-courant? Voilà pourquoi je me suis retrouvé donc dans l'obligation de partir. Je ne voudrais pas qu'on ait pitié de moi. J'ai eu plus de chance que les autres. J'étais connu non seulement de la communauté française de Belgique. Les prêtres dans mon pays, c'est mes amis, j'ai travaillé avec eux. Alors grâce au père jésuite de Lubumbashi, grâce aux sœurs de Saint-Paul, qui sont les éditeurs de mes livres, grâce aux Salésiens, qui sont mes amis parce que je faisais des récollections chez eux, voilà, on va trouver un moyen pour que je parte. Je vais cacher ma femme et mes enfants quelque part. Vous faites le mort, vous ne bougez pas, moi je m'en vais. Si jamais je trouve un pays d'accueil, je vous ferai venir. Voilà pourquoi je suis parti. Donc, enlevez de votre tête l'idée selon laquelle un matin, je me serais réveillé au Congo, j'aurais dit à ma femme, chérie, tu fais ma valise, hein? Je vais aller vivre au soleil de la Belgique. Dans mon cas, c'est un père de famille qui quitte sa femme et ses enfants, qui ne sait pas quand il va les revoir. Dans mon cas, c'est un cadre d'une entreprise qui brise une carrière professionnelle et qui perd 17 ans de cotisation par rapport à la retraite. Je ne les aurais pas en Belgique. On est payé à la retraite en fonction des années qu'on a cotisées chez vous. Les années que nous avons perdues là-bas, c'est perdu. Et voilà, on part. Et je suis arrivé chez vous. Oh, quand j'arrive en Europe, la première chose qui m'a frappé, c'est le climat.
Dans mon pays, quand il fait 20 degrés, tout le monde dit, qu'est-ce qu'il fait froid aujourd'hui? 20 degrés. J'arrive chez vous, moins 6 degrés. J'ai même vu un petit Africain qui grelottait de froid et qui demandait à son père, papa, ça sera toujours comme ça ici? Le papa qui dit oui, l'enfant dit, rentrons chez nous, papa. C'est quel pays où il fait si froid? Pendant ce temps, je vois un Européen qui marche à l'aise dans le froid. Et moi, je lui demande, monsieur, c'est toujours comme ça ici, le climat, la température? Il me regarde, il me répond, non, aujourd'hui il fait doux. Aujourd'hui il fait doux. Je dis, en voilà un qui se moque de moi. Maintenant, je vais sortir de l'aéroport. Qu'est-ce que je vois? 2 files de gens. Dans l'une des files, ça se passe bien. Les gens sont respectés, ils sortent. Mais dans l'autre file, contrôle des papiers, bousculade, fouille dans la valise. Je me dis, tiens, 2 files. Ici, des gens respectables et ici, des gens bousculables. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis allé du côté où ça se passait bien. Mais oui, dans mon pays, rien que l'âge, tu es respectable, tiens. Et là, voilà quelqu'un qui vient vers moi, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Je fais la file, vous voyez bien. Il me dit, allez de l'autre côté. Je dis, non, hein. Vous savez comment on se bouscule là-bas? Je préfère essuyer des gens respectables. Et lui me dira, monsieur, vous vous êtes regardé? Et là, je me regarde. Et pour la première fois, je découvre que je suis noir. Et un jour, dans une école primaire, un enfant m'a dit, monsieur, mais arrêtez d'exagérer. Vous découvrez que vous êtes noir. Et avant, vous pensiez que vous étiez rouge. J'ai répondu, avant, je pensais que j'étais un homme tout simplement. Je ne savais pas que j'étais un homme noir. Ma couleur, c'est dans votre regard que je la vois. Mais je vous souhaite vous aussi de venir dans mon pays. Hein. Pendant que vous passez, je vois mon fils à la fenêtre. Papa, viens voir un blanc qui passe. Ce jour-là, vous allez vous rendre compte que vous aussi, vous êtes un homme de couleur. Mais je ne veux pas exagérer. Dire que dans vos aéroports, il y a 2 files, blanc et noir. Non, il y en a quand même 2. Hein. Européens, Schengen. Plus Suisse, c'est vous. Non-européens, c'est nous. Alors, dans les non-européens, là, c'est multicolore. Et même là, il y a une autre hiérarchisation aussi. Hein. Un jour, j'ai vu un Colombien qui me dit, monsieur, nous les Colombiens, chaque fois qu'on arrive dans une gare, on nous fouille tout le temps. On pense que nous avons toujours de la drogue. Il dit, heureusement, j'ai trouvé un truc pour ne plus jamais me laisser fouiller. Je lui dis, mais c'est quoi ton truc? Dis-moi, je pourrais essayer. Il me dit, maintenant, quand j'arrive dans une gare ou dans un aéroport, je m'aligne toujours derrière un noir. Et lui, on le contrôle et moi, on me laisse passer. Je lui dis, ça, c'est pas facile à imiter. Hein? Allez, finalement, je dois sortir de l'aéroport. Et on me dit, il faut prendre un train pour aller au centre de Bruxelles. Et j'arrive dans le train. Et mes expériences européennes commencent. Première expérience. J'arrive dans une gare européenne et le train est arrivé à l'heure pile. Et nous, les Africains, on est capable de l'accuser de n'avoir pas attendu un tout petit peu. Qu'on arrive. La deuxième chose qui m'a frappé chez vous, quand le train arrive, tout le monde entre par la porte. Chez nous, on saute par les fenêtres aussi. Hein. Si tu attends la porte, tu n'as pas de place. Hein. Et tout le monde s'installe et je m'installe aussi. Et là, une fois que je suis installé, voilà une dame européenne qui vient s'installer en face de moi. Et moi, le plus naturellement du monde, comme si j'étais en Afrique, je regarde la dame en face de moi et je lui dis « Bonjour madame ». Elle sursaute, elle me dit « Vous me connaissez ?» Moi, je dis « Pour vous dire bonjour, je dois vous connaître. » Mais pour vous connaître, je commence par quoi? Oh, les Européens, vous êtes terribles, hein? Au lieu de vous réjouir que je vous ai salué, vous dites « Il est fou. Pourquoi il m'a salué? Je ne le connais pas. » Oh, terrible. Hein? Je m'installe et le train démarre. Mais quand le train démarre, je regarde un peu pour découvrir l'Europe. Alors posez-vous la question, un noir qui vient chez vous, qu'est-ce qui va le frapper? La hauteur de maison, le nombre de voitures, la vitesse? Moi, rien de tout ça. Je regarde dehors, je vois une dame. Je demande à mon compatriote, c'est quoi ce que je vois là? Mais c'est une dame européenne qui promène son chien. J'ai dit, une dame européenne qui promène son chien. Oui. Mais pourquoi elle marche comme ça? Oui, mais c'est comme ça qu'elle marche, une dame européenne qui promène son chien. Vous avez déjà vu une dame européenne qui promène son chien, comment elle marche? Je vous montre. Elle marche comme ça, derrière le chien, comme ça. Et moi, j'ai dit, mais pourquoi elle marche comme ça? Et on me répond, en Europe, le chien, il mange tellement bien qu'il est costaud. Alors il est devant, il tire la maîtresse. Ça, je n'avais jamais vu en Afrique. Hein. En Afrique, il n'y a pas à manger pour nous, il n'y en a pas pour les chiens. Hein. Les chiens d'Afrique, il est maigre, le maître devant et les chiens d'Afrique viennent derrière. Ici, les chiens mangent tellement bien. Oh, donnez-les à votre enfant de 12 ans. Les chiens les traînent, papa, au secours. Les chiens capable. Oh, qu'est-ce qu'ils mangent bien, les chiens en Europe. Regardez votre budget, ce qui va aux chiens, aux chats. Bravo, les Européens.
Je vous félicite. Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est quand moi j'arrive, j'entends, qu'est-ce qu'il vient faire chez nous? Il vient manger notre pain. Il n'y en a que pour les chiens et les chats. Il n'y en a pas pour moi. Et là-dessus, j'ai dit aux Européens, est-ce que vous connaissez votre histoire, vous les Européens? Dans votre histoire, il n'y a pas que la guerre mondiale. Dans votre histoire, il y a aussi de belles pages. Et les belles pages, vous les avez oubliées. Souvenez-vous de vos ancêtres à vous. Quand ils dressaient la table, eh bien, ils prévoyaient toujours une assiette en plus, qu'on appelait l'assiette du... Qu'avez-vous fait de cette assiette-là? Si aujourd'hui, il y a un problème, est-ce que c'est parce que moi, je suis arrivé ou est-ce que c'est parce que vous avez enlevé l'assiette? Imaginez que chacun d'entre vous remette l'assiette. Mais qu'aurais-je à vous prévenir de mon arrivée parce que mon assiette est déjà là? Posons-nous la question, tiens. Alors on arrive en Europe maintenant. Et quand on arrive, n'allez pas croire qu'on va dérouler les tapis rouges pour nous recevoir. Hein. Il faut encore passer à l'administration. Je ne vais pas vous donner les détails. Mais sachez tout simplement qu'au moment où moi je suis arrivé, sur 10 personnes qui demandaient l'asile chez vous, on n'en acceptait que 2 sur 10. Hein. Les 8 s'étaient refusés. Et vous avez déjà remarqué que les Sénégalais, ils viennent à Paris. Hein, mais les Congolais de Kinshasa, ils vont en Belgique. Parce que c'est nos oncles quand même, les Belges. On a des liens de famille. Ils ont été chez nous. Alors parfois, ils ont un peu pitié de nous. Il veut renvoyer quelqu'un, mais il prend quand même son dossier, il le laisse traîner 1 an, 2 ans. Le temps qu'il se refasse un peu de force. Et une fois qu'il a pris des forces, eh bien 2 ans après, vous apprenez qu'on veut mettre dehors une famille qui pourtant est bien intégrée dans un village. Eh bien, c'est des choses qui arrivent. Alors, moi j'arrive... Je dois habiter aussi un centre. Et dans ce centre-là, je ne vous décris pas ce qui se passe là-bas. Mais 6 mois après, je reçois une lettre de la Belgique. Monsieur, votre dossier est recevable. Oh, d'un côté, je suis content, mais en même temps, j'ai peur. Parce qu'au moment où on me dit que le dossier est recevable, je suis obligé maintenant de quitter le centre où on reçoit les demandeurs d'asile et d'aller maintenant dans votre ville, dans votre village, dans votre quartier et vous dire à vous ici présents, poussez-vous là. Moi aussi, j'arrive. Nous allons vivre ensemble. Et ma femme viendra. Mes enfants aussi. Est-ce que nous sommes les bienvenus ou est-ce que nous sommes des intrus? La réponse, nous, on l'a quand on cherche les maisons à louer. Posez-vous la question, vous avez un appartement à louer? Un Français se présente? Un Belge se présente? Moi aussi, je me présente. Est-ce que nous avons la même chance d'avoir l'appartement? Je vous laisse la liberté de votre réponse. Un jour, il y a quelqu'un à qui j'ai téléphoné parce qu'il avait mis les communiqués dans le journal. Monsieur, je peux venir voir l'appartement? Oui. J'arrive samedi 15h, je sonne, il ouvre. Oh, c'était un noir, paf, il claque la porte. Je dis, mon Dieu, je sonne encore une fois. Il ouvre, il me dit, vous n'avez pas compris. J'ai dit, j'ai compris. Vous ne voulez pas me loger? Il dit, oui. Vous pouvez me dire pourquoi? Monsieur, je ne veux pas vous loger. Mais dites-moi pourquoi. Est-ce que je m'y prends mal? Est-ce que le quartier est inaccessible? Dites-moi, comme ça je saurai ce que je dois faire, où je vais aller. Il s'arrête. Vous voulez que je vous dise? Oui. Il commence. Vous les Noirs. Je dis, oui, ça commence bien, nous les Noirs. Il dit, dès qu'on loge un, demain il y en aura 10 dedans. Hein. Je lui dis, c'est la solidarité africaine. Tiens. Et puis il dit, vous les Noirs, vous faites trop de bruit. Hein. Le calme des gens, vous ne savez jamais respecter, vous. Ce n'est pas du bruit, c'est de l'animation. Et puis il dit, vous les Noirs, votre nourriture ne sent pas bon. Je dis, pardon monsieur, répétez-moi ce que vous venez de dire là. Notre nourriture ne sent pas bon. Et votre fromage de herbe là, il sent toujours bon? Et les Européens, vous êtes des malins, vous. Hein. Quand c'est la nourriture de l'autre, ça sent mauvais. Mais quand c'est votre fromage qui sent mauvais, vous savez comment vous dites ici? Ah, il est fort, hein, ce fromage. Et quand il sent encore plus mauvais, vous savez comment vous dites ici? Ah, il a du caractère, hein, notre fromage. Donc, votre fromage a le droit d'avoir du caractère et mon poisson, non. Et alors, les Européens qui nagent à contre-courant existent aussi. Heureusement d'ailleurs. Et ces Européens qui nagent à contre-courant, un d'entre eux va me dire, Pi, si tu vois encore une maison, n'appelle pas, laisse-moi appeler à ta place. Et c'est lui qui a appelé à ma place. C'est lui qui m'a trouvé une maison dans un village perdu de Brabant-Wallon. Et j'arrive dans ce village, qu'est-ce que j'apprends? Que je suis le seul noir du village. Je dis, ouais, ça va chauffer ici. Hein? Alors on me montre chez moi et je me suis senti seul. Moi, je n'ai jamais vécu seul. Que ce soit chez mes parents, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans la société africaine, on ne vit jamais seul. Alors j'ai refusé la solitude. Ça, c'est mon premier geste de résistance chez vous. J'ai refusé d'être seul. Alors qu'est-ce que j'ai fait?
Dès le premier jour, j'ai pris ma chaise. Je suis allé sur la place du village, en dessous d'un arbre, et je me suis installé. Avec l'espoir que les Européens qui me verraient prendraient leur chaise et qu'ils viendraient aux nouvelles. Me dire bonjour, me souhaiter la bienvenue. Et j'ai attendu. 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, personne. Je me suis secoué. Puis, tu n'es pas en Afrique. Ici, c'est en Europe. En Europe, chacun chez lui. Hein, les Européens, chacun chez lui. Surtout si vous avez marqué propriété privée, n'entre pas. Il n'y a personne qui viendra. Mais essayez en Afrique. Osez marquer propriété privée, vous allez voir. C'est comme si vous les invitez. Qu'est-ce qu'ils y mijotent? Qu'est-ce qu'ils y mijotent? Ils viendraient voir ce que vous y mijotez. Hein? J'ai remis ma chaise. Et alors là, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Alors, on m'avait dit qu'à Bruxelles, il y a un quartier où on voit beaucoup d'Africains. Alors, si vous vous sentez seul, allez là-bas, vous verrez sûrement quelqu'un qui vient de votre pays. J'ai dit, je vais y aller. Et j'arrive à la gare, on me dit, monsieur, il n'y a pas de train. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Alors là, je me suis souvenu de mon grand-père. Nous, on respecte beaucoup le vieux chez nous. Chez nous, on dit quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Alors, ce que nos grands-pères nous disent, ça nous accompagne partout. Et mon grand-père me disait à moi, mon petit-fils, les jours où tu iras à l'étranger, ne danse jamais le premier. Regarde comment ils dansent là-bas et dansent comme eux. C'est ce que vous nous demandez, non? Intégrez-vous, faites comme ici, soyez comme nous les Français. Très bien. Même si vous avez un problème grave. Alors, j'ai dit d'accord. Alors, je me suis mis le long de la route et j'ai fait comme chez vous. J'ai fait comme chez vous. On nous demande de faire comme chez vous, non? J'ai fait comme chez vous. Aucune voiture qui s'arrête. Posez-vous la question, vous aussi, l'autre jour. C'est vous qui étiez au volant de votre véhicule, non? Le long de la route, il y avait quelqu'un comme moi. Il a fait comme ça. Comment avez-vous réagi? Moi, je ne vous dis pas arrêtez-vous chaque fois. Moi, je ne garantis pas que le gars qui fait ça, c'est toujours un type bien. Mais ce dont je suis sûr, c'est que ces jours-là, vous avez laissé le long de la route quelqu'un qui avait vraiment besoin de vous. Ah oui, ces jours-là, qu'est-ce que j'avais besoin de vous? Personne ne s'est arrêté. Je me suis senti tellement mal et j'ai téléphoné au Congo. Et là, c'est mon fils de 14 ans qui va me poser une question qui va changer ma vie. Hein. Mon fils qui me demande, papa, comment tu vas? Il dit, je vais bien. Papa, dis-moi la vérité. Mais je vais bien. Papa, dis-nous la vérité. Maman et toi, vous nous cachez quelque chose. Si tu allais bien, pourquoi il pleure tout le temps ici? Tu nous as abandonnés, tu nous as fouis. Non, je ne vous ai pas abandonnés. Mais pourquoi il pleure? Je me demandais lui. Et mon fils me dit, nous avons demandé à maman, elle nous a répondu, je pleure parce que je pense à votre papa qui est tout seul en Europe. Et mes enfants me demandent, mais papa, comment peux-tu dire que tu es tout seul? N'y a-t-il pas des gens dans le village où tu habites? À vous la question. Vous auriez été là, je vous aurais donné le téléphone. Et c'est mon fils que vous aurez demandé lui-même. Hello, pourquoi papa il est tout seul? Et vous, vous êtes où? Mon fils ne peut pas comprendre que dans un pays où il y a des gens, je puisse me sentir seul. Alors cette question m'a donné une idée. Je me suis dit, mon grand-père me disait un proverbe, c'est celui qui a froid qui va vers le feu pour se réchauffer. Ça, vous comprenez difficilement ici. Hein? On vous a tellement inventé des trucs, quel que soit l'endroit où vous êtes dans la pièce, la chaleur vient vous trouver où vous êtes. Mais ceux qui n'ont pas ça, ils mettent un feu au milieu comme au scout. Tu as froid, quitte ton coin, viens te réchauffer. Là, je me dis, qui a froid? C'est moi. Qui a le feu? C'est vous. Vous n'êtes pas venu vers moi. J'ai décidé d'aller vers vous. J'ai fait une expérience qui m'a rendu célèbre en Europe. Eh bien, j'ai pris mon vélo. Je suis allé dans le village. J'ai pris une rue au hasard. Imaginez que c'était votre rue. Je me suis arrêté à la première maison. Imaginez que c'était votre maison. Et j'ai sonné. Un Européen a ouvert. Il m'a regardé. Je l'ai regardé. J'ai fait comme on fait dans mon pays. Bonjour, monsieur. Et lui, il a fait comme vous faites ici. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Qu'est-ce que vous voulez? Je lui ai dit, moi, c'est Pichibanda. Je viens du Congo. J'habite le village. Je viens vous le dire. Pardon? Eh bien, Pichibanda du Congo. Il me dit, vous avez quelque chose à vendre, monsieur? J'ai dit, non. Vous voulez quelque chose? J'ai dit, mais c'est quoi le problème? Non, il n'y a pas de problème. J'habite le village, je viens vous le dire, comme ça vous savez qu'il y a un nouveau. Au revoir, monsieur. Je suis parti. Le pauvre, il est resté planté, hein, regardant dans ma direction, comme quelqu'un qui s'est dit, ce sont des fous, j'en avais déjà entendu parler, là j'en ai un maintenant devant moi. Et je suis allé chez un deuxième. Mais voilà que le deuxième belge m'écoute avec attention. Et quand j'ai fini de me présenter, je vois un petit sourire là. Et puis il me demande gentiment, monsieur, vous voulez entrer chez moi? Je dis non, monsieur, peut-être un autre jour. Et lui, il me répond,
Quand vous voudrez, monsieur. Quand vous voudrez, me dit-il. J'ai continué. Le troisième, c'était le curé du village. Un homme de 76 ans. Bonjour, monsieur le curé. Vous êtes le curé? Oui, très bien. Vous faites la messe dimanche à quelle heure? Il dit 10 heures. Eh bien, je vous demande une faveur. Je viendrai à la messe demain. Vous faites votre messe comme vous avez toujours fait. Mais quand vous avez fini, s'il vous plaît, avant de bénir les gens pour qu'ils sortent, vous m'appelez devant. Vous me donnez la parole pendant 2 minutes. Comme ça, je me présente devant l'assemblée. J'aurai fini en une séance. Ça va m'épargner de faire de porte en porte. Le curé me dit, mais monsieur, ça on ne fait pas ici. Et moi, je lui réponds, mais puisque je n'étais pas encore là. Dimanche, j'arrive à la messe. Je vois les Européens qui viennent. Sérieux? Je commence un peu à douter de moi-même. Je me dis, puis tu en fais de trop. Mais pendant que je suis en train de préparer mon speech de 2 minutes, parce que je n'ai pas envie de vous ennuyer non plus, hein, voilà que les Européens vont me faciliter la tâche sans le savoir. Quelle coïncidence! Ils entonnent un chant. Et que dit le chant? Laisserons-nous à notre table un peu de place à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de paix et d'amitié? Et je vois tout le monde qui répond, ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas s'éteindre. J'entends ça, je dis, ouais, c'est bien, c'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd, hein? Et une fois que je prends la parole, je leur dis, excusez-moi de vous déranger. J'ai hésité avant de vous parler, c'est vous qui m'avez encouragé. L'étranger dont il a été question dans votre champ n'était pas loin. Mais voici, je suis là. Y a-t-il un peu de place à votre table pour moi? Trouverai-je à votre table un peu de pain et d'amitié? Ou bien est-ce que vous allez laisser mourir la terre? Ouais, ils avaient déjà chanté, hein? Je me présente brièvement et qu'est-ce que j'entends? Des applaudissements. Ils m'ont tous applaudi. Comme si l'Européen avait autour de lui un morceau de glace qu'il faut d'abord briser. Mais quand on a brisé la glace, l'Européen, il a un cœur aussi. Et après la messe, tous ils sont venus autour de moi. Monsieur, votre femme, vos enfants, pourquoi sont-ils restés? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Je dis, c'est pas vrai. Et pendant que je parle avec tout le monde, je vois un couple à l'écart. Je me dis, démocratie européenne, au moins 2 qui ne sont pas d'accord avec moi. Je me trompais, ils attendaient que je finisse. Et quand j'ai fini, monsieur vient, il s'appelait Dominique, sa femme Myriam. Puis, moi c'est Dominique, ma femme Myriam. S'il vous plaît, notre maison n'est pas loin. Si vous n'avez pas un autre programme, est-ce que vous voulez bien venir chez nous à la maison? Première invitation, tout de suite après la messe. Et quand j'arrive chez eux, qu'est-ce que je constate? Que tous les autres Européens qui étaient à la messe m'ont vite réservé une surprise terrible. Ils ont dit au couple, comme vous n'habitez pas loin, invitez-le. S'il vient, nous, on vient vous rejoindre. Le temps que chacun aille chez lui, prendre du pain, du fromage et du vin, prendre du pain, du fromage, et voilà 50 personnes qui ont mangé en mon honneur ce jour-là. Mais moi, j'y croyais. Je ne doutais pas un seul instant qu'en Europe, il y a des portes auxquelles on peut frapper et qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir. Et quand nous avons fini, Dominique me dit, monsieur, si ma femme et moi avons tenu à ce que vous veniez chez nous tout de suite, c'est pour vous dire une chose. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus seul dans ce village. Vous vous ennuyez, téléphonez, je viendrai vous chercher. Ou de vous-même, venez chez nous. Vous avez un vélo? Venez, monsieur. Et il ajoute, même sans avoir prévenu. Là, j'ai dit, voilà quelqu'un qui connaît les Africains. Parce que nous, nous, on se rend visite les uns les autres sans avoir prévenu. Hein? Et quand on arrive à l'improviste, on vous dit, je voulais vous faire une surprise agréable. Donc, vous êtes prévenus. Hein? Si demain, vous me voyez chez vous à 22h30, sans vous avoir prévenu, dans ma tête, je me dis, je vais lui faire une surprise agréable. La surprise est d'autant plus agréable que j'arrive au moment où vous m'attendez le moins. Et la nouvelle va se répandre dans le village. Et alors, petit à petit, j'ai vu des changements. Et moi, je ne savais pas que je provoquais des changements. Quand est-ce que j'ai vu que je provoquais des changements? C'est quand je suis le long de la route. Je fais ça et je vois 3 voitures qui s'arrêtent et j'ai le choix de la voiture. Et un autre jour, j'avais travaillé loin de chez moi. 23h, je suis dans le train. Voilà le contrôleur qui vient. Monsieur, votre billet de train. Et je lui montre mon billet de train. Il regarde, il dit, monsieur, vous êtes en retard. Je dis, comment? Je suis dans le train, il roule. Il dit, oui, il roule, d'accord. Mais quand on arrivera dans la gare de Outigny, vous devez descendre, prendre une correspondance. Oui. Je vous préviens, quand on arrive dans l'autre gare, il n'y a plus de train, monsieur. Il faut partir 1 heure plus tôt, la fois prochaine. Mais c'était un homme consciencieux. Il s'est préoccupé de moi. Il me demande gentiment, mais qu'est-ce que vous allez faire quand on va arriver là-bas?
Là, j'ai réagi en africain. Je lui dis une chose à la fois. D'abord, arriver là-bas. C'est là que la question va se poser. Pas faire comme les Européens qui se posent tellement de questions avant qu'ils s'empoisonnent même un présent qui aurait pu être meilleur. De toutes les façons, le train ne fera pas marche arrière. Arrivons là-bas, on verra. Et j'arrive dans l'autre gare. Voilà mon problème. Un noir arrive dans une gare à 23 heures. Il n'a pas de correspondance. Qu'est-ce qu'il fait? Et pendant que je me pose la question, je vois un ami. Je dis, chouette, à deux, on va trouver la solution. Parce qu'il a le même problème que moi. Il va dans le même village. J'ai dit, nous allons trouver la solution ensemble. Mais ce que je ne savais pas, c'est que l'ami que j'ai vu, il allait encore compliquer l'équation. Parce que lui, il s'appelle Rachid. D'origine marocaine. Donc le problème se complique maintenant. Un noir et un arabe dans une gare à 23 heures. Ils n'ont pas de correspondance, ils font quoi? Et Rachid me dit, nous marchons à pied. Je dis, non, on fait l'autostop. Il dit, pardon? On fait l'autostop. Rachid me dit, ça fait combien d'années que tu es en Belgique, monsieur? Toi, tu vas la nuit, le long de la route. Un noir et un arabe, les deux qui font l'autostop. Ça ne va pas la tête. Je dis, Rachid, je n'aime pas qu'on me colle une étiquette, alors n'en colle pas aux Européens d'emblée comme ça. Donnons-leur la chance de voir s'ils vont nous prendre. Il me dit, ce n'est pas le moment de philosopher, puis. Je dis, on se met le long de la route. Il me dit, je te préviens, si dans un quart d'heure on ne nous a pas pris, j'y vais tout seul, tu me suivras. Et on se met le long de la route. Je vois une voiture qui vient. Je lui ai dit quelque chose, ne le prenez pas mal, ne soyez pas vicieux, ce n'était pas méchant, c'était de la stratégie. Il y a une voiture qui vient, qu'est-ce qu'on fait? On cumule les deux malheurs ou quelqu'un parmi nous deux va dans l'ombre? Alors il comprenait vite, il est allé dans l'ombre. Et je fais ça, et la voiture s'est arrêtée, un jeune de plus ou moins 24-25 ans. Et j'ai dit, monsieur, nous allons à Tangissar. Il dit, je ne vais pas à Tangissar. Monsieur, il est parti. 5 mètres plus loin, il s'arrête. Il fait marche arrière. Monsieur, si je vous laisse là, vous allez passer la nuit. Hein. Venez, je ne suis pas pressé, je vous dépose, je reprendrai ma route. Et il nous a déposés. Et il a repris sa route. Pour vous dire que les Européens gentils, ça existe. Et j'en rencontre de temps en temps. Et alors, on m'a donné un temps, un bref temps, on m'a donné juste 30 minutes. Hein. Voilà, donc ça, finalement, petit à petit, je me suis fait connaître dans le village. Alors, je me suis fait connaître dans le village, et pas seulement dans le village, dans toute la Belgique, finalement. Et alors, je vais aller vite. Après, bon, je dois me poser aussi la question, quand ma femme va venir, quand mes enfants viendront, la première question, papa, qu'est-ce que tu fais en Belgique? N'allez pas croire que ça nous fait plaisir de dormir jusqu'à 11 heures. Qu'est-ce que tu fais? Alors moi, j'ai dit, bon, je vais me rendre utile. Alors pour me rendre utile, tout ça, je vous dis très brièvement, j'ai décidé carrément de créer mon emploi à moi. J'ai décidé de créer une école. Parce que j'ai constaté que vos enfants ici, comment ça se passe la conversation avec un enfant blanc, avec sa maman? La maman qui appelle son enfant. Écoutez même le ton. Hein. C'est la maman qui respecte. Eric. Eric regarde sa maman. C'est quoi? La maman qui dit, et si on regardait déjà ton devoir maintenant? Non! La maman qui dit, pourquoi non? J'ai pas envie. Et la maman qui recule, c'est comme tu veux. Ouh. J'ai dit, mes enfants vont me parler comme ça. Tout le temps, vous parlez à vos enfants des droits et les devoirs, vous ne parlez plus. J'ai dit, je vais créer une école. J'ai d'abord écrit un livre qui s'appelle « Ces enfants qui n'ont envie de rien ». Parce qu'ils répondent tout le temps, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie. Ces enfants qui n'ont envie de rien. Alors j'ai créé une école. Mais une école dans un bus. Pour passer d'école en école, vous avez des enfants qui n'ont envie de rien. Allez, qu'ils montent, je vais leur donner envie d'avoir envie. Mais vous allez me dire, monsieur, où est-ce que vous avez eu le bus? Quand on a des idées, on trouve des solutions. Hein. Quand j'ai eu l'idée de bus, j'ai demandé audience au maire. Chez nous, on appelle bourgmestre. J'arrive, monsieur le bourgmestre, oui, je voudrais créer une école dans votre commune. Ah oui, et il me faut un bus. Il me dit, qui va vous donner le bus? Mais vous, la commune, vous allez m'acheter un bus. Et j'ai vu sur son visage comme quelqu'un qui s'est dit, c'est le fou dont tout le monde parle. Alors je résume, ils sont allés discuter au conseil et ils ont trouvé que ça coïncidait avec les besoins qu'il y avait dans la commune. Ils m'ont acheté mon bus. Et on a inscrit les enfants. Je me souviens du premier jour, hein, vos enfants qui viennent en désordre, j'ai dit, alignez-vous. Il y en a un qui me dit, on n'est pas en Afrique, hein. Mais il y avait un autre enfant blanc qui connaissait l'Afrique, il lui dit, attention, là, il frappe. Ah, d'accord, ok. Au bout de 2 ans,
j'ai abandonné l'école pour la céder à d'autres personnes parce que j'avais beaucoup d'autres choses à faire. Mais pour abandonner l'école, j'ai dû engager un psychologue belge, une assistante sociale belge pour qu'il continue l'école. Pour vous dire, je ne suis pas venu seulement manger du pain, mais là, je crée des emplois occupés par les Européens maintenant. Et alors, votre serviteur, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il sillonne le monde entier. Alors, un jour, je trouve dans ma boîte à lettres une lettre. Elle venait du gouverneur de la province. Monsieur, la Belgique est au courant du travail, des ponts que vous mettez entre le peuple. On a décidé de vous décorer. Je dis, vous allez me décorer, moi? Oh, et ils m'ont décoré citoyen d'honneur de Brabant-Wallon. OK. 3 semaines après, j'ai trouvé une autre lettre du roi cette fois-ci. Hein. On a décidé de vous créer au niveau du roi. Eh bien, on m'a déclaré officier de l'ordre de Léopold. Mais le jour où on me mettait la médaille de l'officier, j'ai dit, vous ne pouvez pas changer le nom de cette médaille? Léopoldé qui coupait les mains à mes ancêtres au Congo, hein, ils vont apprendre que je suis devenu son officier ici. Alors maintenant, je fais le tour du monde, je passe partout, je raconte mon histoire. Mais ce que je voudrais vous dire maintenant, en conclusion, c'est quoi? C'est que je suis venu chez vous, je n'avais comme bagage que ma foi, je n'avais comme bagage que mon espérance, je crois en l'homme, je me dis, chez nous en Afrique, si jamais tu marches, tu as faim, tu marches et tu crèves de faim, on peut cracher sur ton cadavre. Pourquoi tu t'es laissé mourir de faim? Et toutes ces portes, est-ce que tu as frappé et on ne t'a pas donné à manger? Donc c'est une obligation que de t'arrêter, frapper à la porte, tiens, donnez-moi de l'eau. C'est un devoir. Si tu refuses de demander de l'eau, c'est que toi-même, tu voudrais ne jamais donner de l'eau à quelqu'un. Mais si tu es susceptible de nourrir quelqu'un, mais pourquoi le jour où toi, tu es dans le besoin, quelqu'un d'autre ne peut pas te nourrir? Ce n'est qu'un problème d'échanger. Aujourd'hui, c'est toi, demain, ça sera moi. C'est toi qui demandes aujourd'hui, ben, qui sait si ce n'est pas moi qui vais te donner demain? Et alors, il m'arrive parfois de dire aux gens, d'écrire, les gens m'écrivent parfois, et je demande, depuis que je vous parle, depuis que je suis en Europe, dites-moi un peu 2 ou 3 choses qui vous ont frappé dans mes discours. Et là, je vous donne 2 ou 3 exemples. Eh bien, il y a une dame qui m'a dit, Pitch Banda, depuis que je t'ai entendu, je veux beaucoup mieux. Parce que de tout ce que vous dites, je n'ai retenu qu'une chose. C'est lorsque dans le train, on vous dit, qu'est-ce que vous allez faire quand on est dans l'autre gare? Et que vous répondez une chose à la fois. Maintenant, moi aussi, c'est une chose à la fois. Je ne me casse pas la tête avec tout un tas de... D'ailleurs, vous avez même un proverbe, à chaque jour suffit sa peine, non? C'est dit chez vous. Mais pourquoi vous vous mettez dans la tête tout un tas de choses? Vous crèvez pour rien. Réjouissez-vous des choses toutes simples. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est un jour, je vais sur la route, un enfant de 12-13 ans m'arrête. Pichi Banda, je vous connais, s'il vous plaît. Arrêtez-vous, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, demain, à 19h, vous venez avec votre femme manger chez nous. Je dis, vous pensez que moi, on m'appelle comme ça? Oui, oui, je sais que vous êtes un homme important, vous avez des spectacles. Je dis, mais monsieur, pendant qu'il dit ça, il commence à pleurer. Mais pourquoi tu pleures? Et l'enfant de 12-13 ans me répond, monsieur, mon papa est mort il y a 6 mois. Je ne vois pas de rapport jusque-là. Maintenant, ma mère, on vient de lui trouver un cancer. D'accord. Mais ma mère, elle vous aime beaucoup. Elle a assisté à votre spectacle 5 fois. Et nous lui avons demandé, maman, tout le temps tu vas voir ce monsieur, qu'est-ce que tu vas voir? Mais il a quelque chose qui rattache à la vie, que je voudrais saisir, je ne sais pas comment la définir. Alors, puisqu'elle trouve que tu rattaches les gens à la vie, maintenant qu'elle veut mourir, elle, parce qu'elle n'a même pas le moral, ne veut même pas aller à l'hôpital, viens, puis, si tu viens, tu vas lui insuffler ce que tu as. Elle va affronter la chimio avec un peu plus de force. Et même si elle meurt, je lui aurais fait rencontrer quelqu'un qu'elle aime. Oh, à ce point, mais oui. Est-ce que vous allez refuser une invitation comme ça? Et à sa maman, il n'a pas dit qui venait, hein, c'était une surprise. Eh bien, je viens avec ma femme, la dame, elle nettoyait les pâtes pour mettre sur le feu. Maman, mes invités sont là. Elle se retourne. Elle vient, elle me regarde. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Elle me dit, c'est vrai, madame. Et je viens, je l'embrasse. Et on a mangé ensemble. Madame, tu vas à l'hôpital quel jour? C'est après-demain. Comment tu y vas? Je vais appeler un taxi. J'ai dit, taxi, c'est moi. C'est moi qui l'ai déposé à l'hôpital. Et comme les médecins dans tous ces hôpitaux me connaissent tous, parce que les spectacles ici, je l'ai joué même à l'hôpital. Et tous les médecins me connaissent. J'ai dit, je vous recommande la dame. Madame, ton mari est déjà mort. Tu as 2 enfants. Ils n'ont personne d'autre que toi. Allez, tu vas te battre. Nous sommes tous d'accord avec toi. Je viendrai te rechercher. Nous avons recherché la dame, elle est guérie. Je ne fais aucun miracle là-dedans. Mais
C'est un enfant qui me dit, viens. Mais qui pouvait s'imaginer que ces noirs à qui on dit, qu'est-ce qu'il vient faire chez nous? Il veut manger notre pain. Ce noir va réconforter quelqu'un d'autre. Ou alors, dernier exemple, une dame qui me téléphone. Pichibanda, je suis à l'hôpital psychiatrique de Uccle. Madame, qu'est-ce que tu fais à l'hôpital psychiatrique de Uccle? J'ai fait une tentative de suicide hier. Je voudrais en finir pour ne pas faire souffrir mon mari et mes enfants. Qu'ils souffrent en une fois que je m'en aille, plutôt que de leur faire souffrir comme ça. Et puis tu bandes là-dedans. Oui, mais j'essaie de me tuer, mais je n'arrive pas à la fin parce que je vais mourir, mais c'est vous qui me retenez. Mais je vous retiens. Elle ajoute, mais vous ne me retenez pas assez. Mais quand vous recevez un message comme ça, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous prenez la voiture, hein, vous allez à l'hôpital, hein, et vous entrez, madame, oh, il est venu jusqu'ici pour moi. Et, madame, je suis venu pour toi. Alors, allons-y. Et madame va parler, va parler, va parler. Très bien. Vous rentrez à la maison pour que je vienne vous voir encore la semaine prochaine, ou bien on s'est dit au revoir, je viendrai seulement à l'incinération. Non, je vais rentrer à la maison. Ah, d'accord, tu peux donc rentrer à la maison. Voilà, donc c'est des choses comme ça qu'on apporte aussi. Donc celui que vous pensez, il vient main vide. Méfiez-vous. Vous m'avez donné l'ascenseur, maintenant moi je renvoie l'ascenseur. Au mois de novembre, j'étais en Guyane française. La Guyane, c'est la France. Hein? J'ai fait une petite expérience. Je suis en train de faire un montage vidéo sur mon carnet de voyage en Guyane. Eh bien, je vois une dame et je me dis, je vais faire un peu une expérience pour voir est-ce que ce que je vais demander à cette dame, je pourrais le demander en Europe. Je vois une dame, une blanche. Madame, bonjour, Pichibanda, je viens visiter votre pays. Demain, je rentre. Ah oui. Je lui dis, vous êtes de quelle origine? Parce qu'ici, en Guyane, les gens viennent de partout. Il me dit, mon grand-père était venu de Costa Rica. Ah d'accord. Qu'est-ce que vous avez gardé de votre pays? Oh, ça c'est le pays de mes ancêtres, moi je ne connais même pas. Oui, mais par transmission intergénérationnelle, vous n'avez rien gardé? Même une petite chanson? Ah oui, peut-être une petite chanson. J'ai dit, j'ai ma caméra, vous pouvez? Mais oui. Elle a chanté pour moi et j'ai enregistré. Et quand elle a fini, je lui dis, madame, maintenant devant ma caméra, dites, vous avez quel âge? Il dit, j'ai 80 ans, mais il ne faut pas le dire. Hein? C'était beau quand vous allez voir cette image, c'est magnifique. Mais imaginez que si je vous arrête, madame, vous allez chanter pour moi devant ma caméra. Vous allez appeler la police. Hein? Mais voilà, ailleurs, ça peut s'arrêter comme ça. Voilà, je veux vous remercier parce qu'on m'a donné un temps limité. Mais si vous voulez me voir dans toute la longueur du spectacle, il y a un livre sur un DVD, il y a un DVD et puis il y a un livre. Habituellement, je prends aussi des questions et je réponds à une ou deux questions, mais je pense que ce n'est pas prévu. Hein.